Bonjour, bienvenue pour cette deuxième leçon. Ce petit B, je vais vous expliquer de quoi on va parler, mais un petit retour sur ce qu'on a fait la dernière fois. Vous vous rappelez, on avait évoqué le rôle de la machine à vapeur dans différents éléments de l'industrialisation. Par exemple, le rôle de la machine à vapeur pour le fonctionnement des transports, par exemple, à la fois les bateaux steamers, mais aussi évidemment la locomotive, puisque c'était notre point de départ, et aussi la machine à vapeur qui permet de faire fonctionner des machines, et notamment la machine, le marteau-pilon, ici dans une usine. Et pour faire fonctionner cette machine à vapeur, de grandes quantités de charbon sont nécessaires, d'où la naissance de ce qu'on appelle les pays noirs, ces lieux où on exploite de manière très intensive le charbon. Aujourd'hui, on va devoir réfléchir au financement, c'est-à-dire comment toutes ces innovations, ces inventions, ce travail-là dans les usines est-il financé? Donc, ça va être le petit B, comment est financé le chemin de fer? Et pour ça, on va partir d'un texte. Le texte, c'est l'extrait de la loi du 11 juin 1842, pardon, qui explique eh bien, comment le chemin de fer est financé et par extension, comment les différentes industries et entreprises sont financées. Premièrement, on apprend que ce financement, notamment des grandes lignes de chemin de fer, se fait par le concours de l'État, mais aussi par les départements et par les communes intéressées. Bon, le rôle de l'État, ce qu'on appelle l'utilité publique, le rôle public, la fonction publique en quelque sorte, l'autorité publique est un élément moteur du financement du chemin. Donc, avec un élément très simple, l'État, représenté par les départements et les communes, c'est ce qu'on appelle le financement public. Et on va pouvoir noter, le premier levier du financement des lignes de chemin de fer est impulsé par l'État. L'État finance la construction de certaines lignes, l'État fixe le tracé des voies et prend à son compte les dépenses d'infrastructures, par exemple terrassements, ouvrages d'art, ponts et viaducs. Mais, si on lit correctement la suite du texte, on remarque quoi? Que l'industrie privée et l'État peut concéder à l'industrie privée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'État concède l'exploitation des lignes à de grandes compagnies privées, c'est-à-dire qu'il autorise l'exploitation des lignes par des financiers privés. En fait, l'État ne va plus être celui qui entretient les lignes, mais ça sera des investisseurs privés. L'État va autoriser des entreprises privées à utiliser cet outil de production qu'il met à disposition. Donc l'État va concéder ces lignes au plus offrant. Il va y avoir ce qu'on appelle un appel d'offres. L'État est propriétaire des lignes, propriétaire du terrain. Il va dire maintenant, ceux qui sont intéressés pour exploiter ces lignes de chemin de fer et du coup gagner de l'argent pourront le faire. Celui qui nous proposera le meilleur prix eh bien, gagnera le marché. Il reste le propriétaire, mais ce n'est plus lui qui supporte le coût de l'entretien quotidien. Il vend, en fait, il concède ses lignes et ses outils de production à des investisseurs privés. Et ça, c'est extrêmement important pour. On va voir que de riches industriels vont investir de l'argent dans la construction et l'exploitation de ces lignes de chemin de fer, vont investir de l'argent, vont acheter ces concessions à l'État. Ça va être le cas du banquier Rothschild qui, en 1845-46, fonde la compagnie de chemin de fer du Nord. En fait, c'est l'État qui lui autorise en quelque sorte l'exploitation de cette ligne de chemin de fer. Ici, on voit un document qui montre que le baron James de Rothschild est véritablement celui qui administre cette ligne de chemin de fer, puisqu'on voit ici lors de l'Assemblée générale de cette compagnie, le président est monsieur le baron James de Rothschild, qui a eu l'autorisation, la concession par l'État, il a acheté une concession à l'État pour exploiter cette ligne, et il l'exploite en tant que chef d'entreprise. Et ici, vous avez son portrait, un banquier, James de Rothschild, portrait de 1850. Donc, c'est des grandes fortunes françaises et aussi européennes qui vont acheter ces concessions dans un but gagner de l'argent par le prix des billets de train, par exemple, par les différents achats et par les différentes ventes des productions faites par les entreprises que l'État leur a concédées. Mon premier système, l'État va être celui qui concède
des lignes de chemin de fer ou des entreprises. Et le plus offrant, ici dans le cas de la compagnie des chemins de fer du Nord, ça va être le banquier Rothschild qui va acheter cette concession et qui va en être, j'allais dire, le bénéficiaire pour de très nombreuses années. Donc, en gros, on a, et vous pouvez prendre ce schéma qui explique le premier moyen de financer ces grandes entreprises et ces lignes de chemin de fer. L'État, par le financement public, il crée des lignes, il fait le départ sur son terrain et ensuite il fait signer des contrats de concession, il propose l'exploitation de ces lignes à des investisseurs privés et là on a un financement privé. Donc à la fois un financement public, l'État a lancé en quelque sorte la machine et ensuite les investisseurs privés rachètent cette concession et vont exploiter les lignes de chemin de fer par exemple. Ça va être le cas du baron de Rothschild. Si on peut noter cet élément-là, c'est le deuxième levier du financement des chemins de fer, c'est le recours aux concessions. L'État concède l'exploitation des lignes à des investisseurs privés, même s'il en reste toujours le propriétaire. Par exemple, le banquier Rothschild va fonder en 1845 la Compagnie de chemin de fer du Nord, qui exploite les lignes de Paris jusqu'en Belgique. On aurait pu multiplier les exemples. Vous avez d'autres exemples de grands, de riches banquiers, par exemple, les banquiers Pereire, par exemple, qui vont acheter ces concessions à l'État. Ce n'est pas unique, il y en a d'autres. Voilà le premier moyen de financement. Deuxième moyen de financement, et là, j'ai pris un extrait d'un auteur littéraire, Émile Zola, qui dans son livre, qui porte bien son nom pour notre leçon d'aujourd'hui, L'argent de 1891, nous explique un petit peu la manière dont cette industrialisation est financée. Et il parle dans ce texte de un système qu'on appelle les sociétés par action. Alors là, c'est un petit peu compliqué, essayer d'être clair avec un schéma pour voir comment cela. Donc voyons comment va fonctionner ce système par action. On va essayer de suivre, un petit peu compliqué, mais alors je vais essayer de simplifier l'élément. Premièrement, il faut ce qu'on appelle des investisseurs, des personnes qui vont mettre de l'argent, financer l'entreprise. Et ces personnes qui vont financer, qu'on appelle les investisseurs, ils souhaitent que le financement, l'argent qu'ils vont mettre dans l'entreprise, leur rapporte, fasse des petits cet argent. Pour ça, ils vont acheter des actions, c'est-à-dire des petits bouts ou des gros bouts de l'entreprise. Ils vont acheter une partie de l'entreprise, on appelle ça des actions. Alors, ça ressemble à quoi une action? Ça ressemble à ceci. Ici, l'exemple d'une action de la compagnie des chemins de fer du Tarn. Une personne qui a acheté une action de 200 francs est propriétaire à hauteur de 200 francs du capital de l'entreprise. Elle a acheté 200 francs d'actions. Pourquoi elle investit 200 francs dans l'entreprise? D'abord, ça va permettre à l'entrepreneur, à celui qui fait fonctionner l'entreprise de chemin de fer, l'usine ou autre, d'acheter ce qu'on appelle le capital, les usines, plus les machines pour faire fonctionner son entreprise. Dans le cas d'une compagnie de chemin de fer, eh bien, il va acheter de nouvelles machines à vapeur, il va acheter des nouvelles locomotives plus puissantes, il va acheter des wagons, il va acheter plein de choses. Dans le cas ici d'une industrie textile, il va acheter des nouvelles machines. Donc, ce qui permet à l'entrepreneur, au chef d'entreprise, d'acheter le matériel, c'est les actions qu'ont acheté les différents investisseurs. Qu'est-ce que ça leur rapporte aux investisseurs? C'est là où on y vient. D'abord, une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent, on dit faire des profits. Grâce à ce qu'elle va vendre, ici le textile, les billets de train dans une compagnie de chemin de fer, elle va faire du profit, c'est-à-dire gagner de l'argent. Et du coup, cet argent qu'elle va gagner, eh bien, elle va le redistribuer aux actionnaires, à ceux qui ont acheté une part de l'entreprise. Et cette redistribution, on appelle ça des dividendes. Elle va redistribuer, comme je le montrais sur un petit schéma, en fonction de la valeur de l'action, une petite part de l'entreprise, des gains, ou une grande part. Si jamais on a investi beaucoup, on a acheté beaucoup d'actions, eh bien, on aura des plus gros dividendes. Si jamais on a acheté pas beaucoup d'actions, on aura des petits dividendes.
Si l'entreprise a fait beaucoup de profits, a gagné beaucoup d'argent, eh bien, vous, en tant qu'actionnaire, vous allez avoir aussi beaucoup de dividendes. Et ces dividendes-là, eh bien, les risques courus, comme le dit, je suis revenu sur le texte, sont répartis sur un nombre infini de personnes, c'est-à-dire la part de l'entreprise est divisée, comme on l'a vu sur le schéma, en une multitude de personnes. Ainsi, ça va permettre que ce profit, cet argent, eh bien, les investisseurs le réinvestissent dans l'achat de nouvelles actions, etc. Voilà ce système de société par action qui fonctionne aujourd'hui toujours. Si vous regardez par exemple les pages d'un journal, vous avez des entreprises qui fonctionnent par exemple par les sociétés par action. Même pour les garçons, même les filles qui s'intéressent au football, vous avez certains clubs de football. On peut acheter des actions de certains clubs de football. On peut investir, être actionnaire. Ça va permettre à ces actions bien, de faire développer le club. Et si le club marche bien, gagne beaucoup d'argent, bien vous allez, vous, en tant qu'actionnaire, avoir des dividendes, ça va vous rapporter. Si le club ne marche pas beaucoup, vous allez avoir très peu de dividendes. Donc c'est ça, ce système par action, un circuit qui permet de faire fonctionner l'entreprise et d'enrichir aussi des investisseurs, des actionnaires. Bon, les actionnaires, ils ont tout intérêt à ce que l'entreprise fonctionne bien pour avoir, et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Bon, les actionnaires, quelquefois, ont du pouvoir en disant à l'entreprise, eh bien, fonctionnez bien, gagnez beaucoup d'argent parce que nous, on a envie d'avoir beaucoup de dividendes. À ce système par action, hein, avec ce volet-là. Donc, regardez bien ce schéma. Il y aura un petit travail à faire là-dessus. Système société par action. Donc, je l'ai remis ici. Je ne vois pas pourquoi il apparaît deux fois, mais c'est pas grave. Ce schéma. Donc, on va pouvoir noter ceci. Le financement des sociétés de chemin de fer, mais aussi des usines de charbon, de textiles ou sidérurgiques, se fait souvent par le système des actions. L'entreprise profite de l'argent des actionnaires pour investir dans l'achat de machines. En retour, les actionnaires se partagent des dividendes. Ainsi, les risques sont partagés car répartis sur un nombre important de personnes. Voilà ce système par action qui permet de financer la révolution industrielle et l'industrialisation. Ce que vous allez me faire pour la prochaine fois, c'est très simple. À partir de ce schéma, vous allez me rechercher et me noter la signification des mots qui sont en rouge ici et me marquer en dessous de la leçon leur définition. Définition de ce qu'est un investisseur, une action, un entrepreneur, le profit, les actionnaires, les dividendes. Donc, le schéma à me prendre, si vous voulez bien le comprendre, et aussi à me mettre les définitions. Donc ça, pour jeudi prochain, vous me faites ça. Jeudi prochain et vendredi prochain, deux grosses leçons sur bien, les transformations sociales de la révolution industrielle. On va voir que la révolution industrielle, la semaine prochaine, change aussi, bien, j'allais dire, les hommes et la société. Donc bon travail, bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine.